Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver ce matin encore sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 11 octobre 2019. On va commencer par cette lettre qui nous a été envoyée par une fidèle téléspectatrice. Elle a souhaité garder l'anonymat. Elle dit ceci: bonjour monsieur, c'est avec un grand plaisir que je vous écris car grâce à votre émission 10-12 le Zénith, mes matinées ont une saveur agréable. En effet, je suis enseignant dans la région du Nord. Je vous écris car une grande arnaque a vu le jour dans les réseaux sociaux. Il s'agit soit d'une soi-disant agence matrimoniale du nom d'Ambrosia Rose qui dit trouver des blancs pour des jeunes Camerounaises. Les jeunes filles naïves doivent débourser la somme de 2 millions de francs CFA et tombent des nues quand elles se font quand il se fait déjà trop tard. De nombreuses publications de cette agence circulent dans les groupes WhatsApp divers. Je vous assure, monsieur, les victimes sont nombreuses. Ce jour même, une dénommée Patty, la gloire de son nom Facebook, a publié de nombreuses preuves qui corroborent mon analyse. Je pense qu'elle serait prête à vous remettre les preuves et à mieux vous expliquer l'arnaque, car elle-même faisait partie de cette agence qu'elle a quittée il y a peu. J'espère que de tout mon cœur que vous lirez mon message et surtout que vous conscientiserez la gente féminine face à ce fléau qui détourne nos jeunes filles. Merci encore pour ce que vous faites pour le Cameroun, cordialement. Donc ce message d'une fidèle téléspectatrice qui souhaite que l'on fasse un travail de conscientisation pour ces jeunes filles qui se font arnaquer par ces nombreuses agences matrimoniales parce qu'on leur promet monts et merveilles, des blancs qu'elles vont épouser en Europe, au Canada, aux États-Unis, et malheureusement elles déboursent 2 millions de francs CFA parfois, et au final elles découvrent le mal lorsqu'il est déjà trop tard. Donc il est question pour nous ce matin d'en parler pour que celles qui nous regardent ne tombent pas dans ce piège-là que vous tendent ces nombreuses agences matrimoniales qui n'ont de nom que finalement ce que vous leur apportez comme crédit. Mesdames, messieurs, merci donc à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur notre antenne Equinox Télévision entre 10h et 12h. Votre programme, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Bachou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à madame la ministre de la Femme et de la Promotion de la Famille, ou de la Promotion de la Famille et de la Femme, madame Catherine Abena-Ondwa. Quelle famille protégez-vous lorsqu'on apprend que le service de psychiatrie de l'hôpital à Quintini de Douala a reçu plus de 1300 patients en 3 mois? Plus de 1300 patients. Service de psychiatrie. Et les patients ont un âge qui varie entre 16 et 35 ans. Franchement, prenez au moins les missions qui vous sont confiées au sérieux. Voilà. Et puis il y a un top 3 des maladies psychiatriques qui sont enregistrées là-bas. C'est la schizophrénie. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe pour que les Camerounais souffrent autant de schizophrénie? On va saluer le docteur Christian Eyoum qui est psychiatre à l'hôpital à Quintini de Douala, qui également suit ces cas-là avec beaucoup d'attention au quotidien. Oui, monsieur Bachou. Il faut dire que monsieur Eric aussi, tous ces jeunes sont reçus avec des tendances suicidaires. Tout à fait. Des tendances suicidaires. Donc ça veut dire que la cellule familiale semble être brisée, les jeunes semblent être démoralisés. Que fait la promotion de la famille? Le ministère de la promotion de la famille. C'est grave. Vous avez absolument raison, monsieur Bachou Chalamel. On note le rendez-vous avec vous. Ce sera tout à l'heure lorsqu'il sera 10h40 pour votre colère quotidienne. La colère qui porte votre nom. La colère de Charles Hamel Bachou. Sur ce plateau également avec nous ce matin, Karine Sotia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais partager avec vous quelques paroles du président de la République. J'ai eu un entretien avec le président Macron
Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palu et le VIH. Il a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du grand débat. Alors, ce qui est intéressant, et on aura l'occasion dans cette émission de décoder, décrypter cette sortie du chef de l'État camerounais, parce que il y a une tendance souverainiste qui est née au Cameroun, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu des rapports concernant ce pays, et cette tendance souverainiste est aujourd'hui, on va le dire, un tout petit peu touchée par cette sortie du président camerounais, qui montre bien que il y a là une relation de subordination face à la France, même si ceux qui veulent défendre ce qui est indéfendable vous disent que le Cameroun est mieux loti par rapport à d'autres pays africains où la France ne demande pas souvent les comptes rendus, mais plutôt la France se substitue à ces pays-là pour elle-même gérer les crises. Et que le Cameroun a au moins, on va dire, la chance de lui-même gérer ses conflits et de juste faire un compte rendu à la France. Vous voyez un tout petit peu à quel niveau le débat est tombé. Très très bas, on va le dire ça. On va dire ça comme ça. Également sur le plateau ce matin, Voubo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je reste moi aussi dans le corps médical pour dire que Monsieur Amadou Vamoulke va mal. Il est passé il y a 2 jours devant le tribunal criminel spécial, il a présenté son bulletin de santé. Il est menacé de paralysie des 2 membres. Or, l'hôpital central de Yaoundé qui le suit dit ne pas disposer de plateau technique qui puisse le suivre. Et qu'est-ce qu'on attend? Ça nécessite une... Parce que on voit, vu comme de l'ECJ. Voilà. C'est d'ailleurs, il fait partie également de la première promotion qui ont mis Cameroun Tribune sur le marché en 1974. Tout à fait. Donc c'est pour le rappeler parce que beaucoup ont tendance à l'oublier. C'est un journaliste avant d'être le manager qu'on a connu successivement. Madame, monsieur, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous à la maison. Je vous raconte une histoire qui nous vient des États-Unis mais qui a débuté ici au Cameroun. C'est une famille où il y a eu plusieurs enfants mais avec 3 acteurs principaux, dont 2 petits frères et une sœur aînée. La sœur a eu un enfant hors mariage alors qu'elle était encore jeune et ses 2 frères ont décidé de prendre son garçon Bruno comme le dernier de leur mère. Ils ont pris sur eux de payer les études de Bruno jusqu'à ce que les 2 aillent à l'étranger, mais on continue de financer ses études. Lorsque Bruno a eu 17 ans, ses deux oncles, lui ont remis une somme avoisinant 500 000 francs pour qu'il paye sa pension, mais malheureusement, Bruno a préféré, ou bien, il a bien fait, il a financé la layette de sa copine qui était enceinte à cette époque-là. Et ses oncles l'ont pris d'un mauvais œil, puisqu'il aurait dû les en informer au lieu de ne pas aller à l'école. Donc, ses oncles se sont mis en retrait et Bruno s'est lancé dans la vie active. Des années ont passé et il y a eu une certaine distance entre Bruno et ses oncles. Une fois, lorsque lui, Piazzi, qui nous raconte l'histoire, est venu au Cameroun, son père lui a dit, puisqu'il était encore vivant, je voudrais que tu construises une maison au niveau de la cuisine de ta mère, à cet endroit-là, parce que ta mère de son vivant faisait la cuisine là-bas. Donc, je voudrais qu'en sa mémoire, tu ériges ta maison à cet endroit-là, sur mon terrain. Il y a eu une objection, mais puisqu'il fallait faire plaisir à son père, il a construit sa maison là-bas et il est retourné aux États-Unis. Sa sœur, avec qui il n'avait pas parlé depuis longtemps, la mère de Bruno, l'appelle pour lui dire un jour, comme tu vois là, voilà ton neveu qui est dehors, il a les problèmes avec sa bailleresse et il a ses enfants et une femme, comment il va faire? Il va être dans la rue. Son oncle lui a dit non, je ne peux pas avoir une maison à Douala et mon neveu se retrouve dans la rue. Il a tout fait pour que son neveu occupe sa maison. Il a dit à son neveu, je te donne 5 ans pour que tu puisses t'établir en tant qu'homme et avoir ta maison et ton chez-toi. Aujourd'hui, on est rentré à 15 ans plus tard. Son neveu est toujours dans la maison et aujourd'hui, il fait le bras de fer.
Le mois d'avril 2019, Louis Piazzi est venu au Cameroun et a dit à son neveu, moi je veux venir de temps en temps au Cameroun avec ma famille, mais c'est impossible parce que tu as occupé la maison et je te demande de libérer depuis longtemps déjà, tu refuses. Son neveu lui a dit, je ne sortirai pas de cette maison parce que c'est ma mère qui m'y a introduit. Donc je suis désolée et de toute façon, cette maison elle est hantée, il y a le mboma là-bas dedans. Une fois c'est sorti, ça m'a regardé et tellement j'étais courageux, ça a diminué, après ça a disparu complètement, donc je ne sortirai pas de cette maison. Lui, Piazzi dit à son neveu, moi je veux faire un duplex désormais de cette maison-là. Donc il est important que tu sortes, même s'il faille que je te paye un loyer de 100 000 francs par mois pendant 5 mois pour que tu puisses te débrouiller. Son beau-frère lui a dit non, 500 000 c'est peu. Il serait bon que tu lui donnes 1 million pour qu'il puisse vraiment s'établir. Lui, Piazzi rentre aux États-Unis, il appelle son neveu et lui dit, je vais te donner 1 200 000 francs. Mais je vais te les donner à condition que... Généreux. Ah oui, ah oui. Il fait très généreux. Je vais te donner 1 200 000 francs, tu vas payer au moins un an de loyer, mais je voudrais avoir des papiers, je veux avoir l'assurance que tu payes effectivement cette maison-là. Aujourd'hui, son neveu lui dit non. Tu m'envoies l'argent et je gère ici. Si tu ne le fais pas, je ne ferai rien. Lui, Piazzi mentionne que son neveu a eu l'occasion à plusieurs reprises d'être bien. Il a eu l'occasion de se retrouver en France, mais arrivé là-bas, il a tellement paressé qu'il a préféré rentrer ici. Son neveu a eu 5 millions de francs CFA et il pouvait construire une maison à cette époque-là, mais il a préféré manger ça avec sa mère. Et aujourd'hui, on a un neveu qui essaye de s'accaparer du terrain de son grand-père. Puisque son grand-père de son vivant, il a décidé de ne plus s'approcher de lui parce qu'il était malade. Et Bruno a dit que son grand-père va... la maladie, comme on dit généralement, même à l'enterrement, il n'est pas venu. La mère de Bruno également a passé le temps à insulter son père, à renier son père également. Donc aujourd'hui, on a une mère et son mari et son fils qui veulent prendre les biens du grand-père et on a un enfant qui ne veut pas libérer la maison de son père. Donc lui, Piazzi, aujourd'hui, voudrait qu'on lui dise comment est-ce qu'il peut faire pour récupérer sa maison parce qu'il dit que là, il est prêt à tout pour que son neveu sorte de sa maison. Mais qu'il expulse. Alors, désolé d'être aussi laconique. Ben oui, écoutez, quelle façon? Il y a plusieurs façons d'expulser quelqu'un. Vous savez, en réalité, et c'est ce que on a parfois dit sur ce plateau, que les gens qui nous font la réflexion selon laquelle on doit rester chez les parents, le temps de se constituer un patrimoine pour se construire son chez-soi. Non, qu'on arrête ça. Vraiment, j'ai dit, si ça marchait, c'est que tout le monde est comme ça. Par exemple, j'économise le loyer parce qu'en économisant, ça me permettra de mettre un peu d'argent de côté pour construire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous pouvez épargner, vous épargnez. Quand vous pouvez épargner, vous épargnez. Et vous avez donc en face une personne qui ne peut pas épargner, qui ne peut rien faire de bon de sa vie. Quand vous racontez l'histoire, on se rend compte au fil de votre déroulé, de la narration que vous en faites, que ce neveu-là, malheureusement, c'est un bon à rien. On lui a tendu la main, il veut prendre tout le bras. C'est souvent comme ça. Et toutes les familles ont leur Bruno. Hein. Il faut être d'accord. Toutes les familles ont leur Bruno. Et donc, lui, il faut faire avec lui. Et donc, il faut être ferme parfois avec ce type de personnes. Et on va essayer, sur ce plateau ce matin, on va essayer de démêler cette histoire pour bien comprendre ce qu'on pourrait en tirer comme leçon. Bon, Bengan, on commence par vous, allez-y. Non, Bruno est victime d'une double malédiction. Donc, vous lui donnez même 1000 milliards, il ne fera rien. Il est maudit. Premièrement, ça lui vient de sa maman, qui a engueulé son papa, qui était... Oui. Or, il est né avec une chance terrible. Une fille qui accouche avant d'aller en mariage, généralement, cet enfant, on lui donne le statut de... En fait, il a le statut du père, de l'enfant, de son grand-père. Du moins, du petit frère de sa mère. Non, et voilà, il devient le petit frère de sa maman. Voilà. Oui. Sa mère et lui ont, j'allais dire, ont piétiné cela et n'ont pas su comment en profiter.
Double malédiction, il a fui son grand-père quand il était malade et il a proféré, que j'allais dire quoi, des menaces inutiles en disant que son grand-père risquait de le changer, c'est-à-dire qu'il allait mourir à la place de son grand-père. Voilà. Vous faites ce genre de choses, vous êtes maudit. Et pour qu'il puisse s'établir... Vous distribuez les maudits là ce matin. Oui, c'est les deux. Voilà. S'il puisse se rétablir, il faut lui enlever cette malédiction. Ces malédictions. Ces malédictions. Parce qu'elles sont nombreuses. Oui, Nombreuses parce et que plurielles. vous allez vous rendre compte, il n'a pas encore de statut. Il a 47 ans. Il n'a pas de statut au niveau de la famille de son grand-père. Ce n'est pas son grand-père qui a couché, qui a enceinté sa propre fille. Il a bien un père biologique, mais généralement, son grand-père l'a pris comme son fils. Et il fallait donc l'emmener dans un processus, j'allais dire, de légitimation, voilà. De légitimation de la famille. Par son papa biologique ou par Non, son non, grand-père? pas son grand-père. Oui. Mais malheureusement, puisque sa maman, apparemment, elle y vit toujours, et il lui donne des... Non, elle a leur mariage. Donc Voilà. avec son mari veulent prendre même le terrain du père. Voilà, donc là, voilà d'où vient la malédiction, la deuxième malédiction. Donc, c'est pas bon. Il faudrait que ceux qui auraient pu être ses grands frères, mais qu'elle considère comme ses oncles, parce qu'il n'y a pas eu de légitimation par son grand-père, ils doivent l'expulser. Ils doivent l'expulser. Et rien ne va leur arriver. Rien ne va leur arriver. Maintenant, les méthodes d'expulsion varient. Bon, peut-être, je leur conseille de revenir au niveau de la famille. C'est-à-dire, comme selon le déroulé de l'histoire, ils ont pour projet, pour ambition, d'aider, d'encadrer ce qu'ils considèrent comme leur neveu. C'est-à-dire qu'on lui pardonne certains écarts et tout. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent pas l'aider en lui pardonnant chaque fois ces écarts-là. Donc, il pourra avoir 70 ans, il ne sera rien. Il ne sera pas un homme établi. Donc, qu'on cherche à l'expulser. Est-ce qu'ils vont procéder par le conseil de famille? Est-ce qu'ils vont faire intervenir allez dire l'administration judiciaire? Est-ce que mais de toutes les manières, il faut qu'il trouve un moyen de l'expulser. Et dire à sa maman, parce que l'on peut tenir conseil de famille avec elle, à sa maman que voilà, au regard de ci, de ça, c'est ça, il est aujourd'hui ci et ça. Donc, en réalité, il est maudit. C'est la malédiction qui le suit. Et vous pouvez, je vous comprends, vous faites l'analyse de ce que vous voyez et de ce qui se passe sous vos yeux. Vous avez raison, mais il faut, si vous ne lui enlevez pas cette malédiction-là, il ne pourra pas émerger, il ne pourra pas s'épanouir dans la société. Mais, bon, Oui, s'il te plaît, oui. Charles, Eric. Oui. Bruno mentionne qu'il y aura un Boma dans cette maison. Il y a un Si c'est le cas, comment il fait Il pour reste rester en là-bas. vie? Je ne comprends pas. Mais ça veut dire que c'est des mensonges. Il y a un Boma, c'est le Boma qui fait troubler la tête. Il doit Non, être parmi... c'est vous avez dit qu'il y a combien de personnes qui consultent les psychiatres dans 1300. 1300 il Non, doit non. faire partie de ces C'est un gens-là. subterfuge Oui, pour bien sûr. faire peur à ses oncles. Pour leur dire que quand vous venez, la maison est hantée, vous voyez, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette maison. Il n'y a rien. Alors, on a le sentiment dans cette histoire, Amor Bengan, avec ce que vous prenez comme position, qu'on doit avoir de la pitié pour un personnage comme celui-là. Non, c'est pas la Et- pitié. Oui, bah, s'il est maudit, ça veut dire que ce n'est pas à cause... Non, c'est pas de sa peut-être faute. eux-mêmes ne savent pas qu'il est maudit. Oui. Justement, vous avez vu aux États-Unis, ils sont dans l'un logiciel occidentalisé. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. Ils disent, nous avons pris l'enfant de notre sœur. Nous voulons. Oui, j'entends ça souvent. Mais ils ont oublié eux-mêmes qu'il y a un processus. C'est l'enfant de leur sœur, oui, mais quel est son statut dans la famille? S'il reste l'enfant de leur sœur, ça veut dire qu'en fait, ils doivent donc lui demander de chercher son père biologique. Mais comme ce n'est plus le cas, puisque leur papa, qui est le grand-père de Bruno, a validé le fait que Bruno, c'est son fils, ils trouvent donc du mal
à être dur à son égard. Donc c'est ça en réalité, c'est le problème qui se pose. Mais eux-mêmes ne savent pas que en le maintenant dans ce statut d'hybridisme, parce que de d'hybridisme de paternité, c'est plutôt la malédiction qu'on attire sur lui. Ils ne savent pas, ils sont ignorants. D'accord. Alors, Karine Zotia, je voudrais évidemment m'adresser à vous pour la suite de ce que nous faisons ce matin pour bien tirer les leçons de l'histoire de ce matin. Quelles sont les vôtres? C'est triste parce qu'on a affaire à une maman qui a décidé délibérément de détruire la vie de son fils. C'est ce que je vois directement. Et ça arrive très rarement qu'une maman décide délibérément, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais je pense qu'elle a décidé délibérément de détruire l'éducation de son fils. Pourquoi? Parce que dans notre société, généralement, lorsqu'une femme fait l'enfant dans leur maison, peu importe où elle part, généralement, on dit que laisse l'enfant ici. La plupart du temps. Et dit peu importe où elle part. Parfois, quand elle veut même aller en location, elle voyage pour aller travailler n'importe où. Son papa ou sa maman dit toujours que laisse l'enfant ici, tu pars seul. Mais là, on arrive à une situation où elle a eu beaucoup de chance dans sa vie parce que certaines femmes mettent au monde des enfants dans les familles comme ça, ils sont abandonnés. Parfois, même elles mettent au monde des enfants comme ça et la famille n'a même pas un péto pour l'aider. Pourtant, tout le monde vit. Elle a eu beaucoup de chance d'avoir des frères qui pouvaient la soutenir. Et à un moment donné, elle a laissé croire à son enfant qu'il n'a pas besoin de travailler pour vivre. Voilà ce qu'elle a appris à son enfant. Elle a éduqué son enfant et elle-même, elle est comme ça. Vraiment. Elle a éduqué son enfant dans le... Quel que soit ce que tu fais, tu ne vas jamais manquer de quoi manger parce que tu as des gens pour te nourrir. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce qu'un oncle, une personne qui vit aux États-Unis et qui, par rapport à tout ce qu'on nous dit, nous raconte dans l'histoire du jour aujourd'hui, a joui de ses biens financiers-là, n'a pas forcément besoin de construire une maison sur le terrain de son père et y vivre. S'il a fait cette maison, il a demandé à son neveu d'y vivre. Ça veut dire que peut-être dans sa tête, il envisageait de le laisser là-bas pour qu'il se batte. Mais au final, il voit que l'enfant s'accapare, il ne cherche pas à s'édifier, il ne veut pas grandir, il reste tout dans les jupons de sa mère, il attend qu'on lui donne tout. Et là, c'est ça qui gâte tout. C'est à ce moment-là que le frère a dit, je peux même laisser l'enfant si comme ça un jour, j'arrive là-bas, je n'arrive même pas à entrer dans la maison que le papa m'a donnée avant de partir. Peut-être c'est ça qui fait que l'oncle décide qu'il sort. Parce que généralement, les maisons pareilles, l'enfant lui-même ne vit pas là. C'est généralement les petits-fils qui y vivent sur les terrains des parents. C'est généralement eux qui y vivent ou encore une femme dans la famille qui n'est pas mariée qui y vit pour accueillir les enfants à chaque fois. Selon ce que Bonbon nous dit souvent. Mais lui, il demande de sortir. Pourquoi? Parce qu'il sent que s'il te laisse vivre là, en fait, tu ne vas jamais être un homme. Et il n'a même pas le respect, il n'a même pas cette douceur de quelqu'un qui est en train de demander. Vous vous rendez un peu compte? Lorsque vous demandez à quelque chose à quelqu'un, lorsque vous avez besoin du service de quelqu'un, lorsque vous avez besoin d'apprendre quelque chose de quelqu'un ou d'avoir quelque chose de quelqu'un, généralement, vous vous rabaissez, vous vous faites petit pour que la personne puisse trouver en lui des raisons de vous faire cette faveur. Mais lui, il ne le fait pas. Il est hautain, il est arrogant, il est même incrédule. Au final, il ne mérite même pas tous les bienfaits qui lui ont été accordés gratuitement jusqu'ici. Donc, je pense que vraiment, hein, il doit sortir de cette maison. Parfois, il est important aux gens d'utiliser la manière forte pour qu'ils comprennent la leçon. Et voilà. Alors, Chalamel, on va continuer avec vous. Que pensez-vous qu'il arrive à ce Bruno? Monsieur Eric Fopoussi, le terrain appartient au fils et la maison au petit-fils. Le terrain appartient au fils et la maison au petit-fils. Alors, s'il discutait la maison de son grand-père, je lui aurais donné tout de suite raison. Parce que la maison appartient au petit-fils. Mais comme il vient discuter la maison de son frère, de son oncle, monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, je dis non. Ça m'amène à dire que celui qui ne réussit pas dans une famille est le sorcier de cette famille. Voilà le sorcier de leur famille. Et cela pose un autre problème. L'homme, c'est l'homme qui évalue l'éducation de l'enfant transmise par la mère. La mère donne l'éducation, mais c'est le père qui teste si l'éducation de la mère marche.
Voilà une femme dont les parents ont accepté, le père a accepté l'enfant, les frères ont adopté l'enfant, mais qui a choisi elle-même de chasser le père biologique de l'enfant. Elle a dit que tout va se passer sans toi. Je vais élever l'enfant sans toi. Je vais te montrer que... D'abord, ma famille en a. Le père a eu le temps d'évaluer l'enfant. Comment? Cette femme, aujourd'hui, puisque c'est d'elle dont il s'agit, c'est pas Bruno, hein, Bruno n'est pas le problème. Cette femme est jalouse. La mère de Bruno est jalouse. C'est la sorcière de cette famille, M. Eric Fopoussi, dans ce sens que elle a tout fait pour, comment je veux dire, monter son fils. Premier point. Elle est égocentrique. Parce que ses frères ont pris son enfant sous leur coupole. On l'a déchargé de ce fardeau qu'elle semblait porter. On l'a déchargé. Ils ont pris sur eux de subvenir littéralement aux besoins de Bruno. Elle n'aime pas cet enfant parce que elle sait, M. Eric Fopoussi, que si cet enfant sort, il deviendra un boulet pour elle et son mari. Ah oui, il deviendra un boulet. Il va commencer à venir la voir pour dire que je n'ai plus de maison, je vais habiter où? Tu es ma mère. Elle sait que ça sera un couteau à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle préfère lui dire? Toi aussi, tu as droit, ne sors pas, reste dans cette maison. Ça, c'est l'action de la mère. Donc, M. Eric Fopoussi, à un moment donné, il faut savoir s'élever. Je pense qu'on a tout donné à cet enfant. On lui a tout donné. Tout ce que quelqu'un peut rêver. Je pense que si j'avais seulement la moitié de ça, M. Eric Fopoussi, la moitié de ça, j'avais eu la chance d'avoir la moitié de ça, je serais loin. Ouais. Ah oui, je vous dis, je serais loin. Vous vous considérez ne pas être loin? J'ai dit, si j'avais eu, je me mets dans la peau. Je me mets dans la peau pour dire que si on est là aujourd'hui, c'est pas des efforts individuels. Ma question, c'est pour vous. Oui, je le dis. Oui, donc je dis aussi que voilà quelqu'un qui a la chance d'avoir tout, mais qui choisit délibérément. Donc on a fait pratiquement un compte. Je pense que c'est 3 malédictions. Bon, on va oublier la dernière pour la mère qui devra porter cette autre malédiction. Donc à ce niveau, il y a rien à faire qu'il organise un conseil de famille. À travers ce conseil de famille, ils font un procès verbal. Ils établissent un procès verbal que la mère ne pourra plus revenir parler là. D'office, la mère ne reviendra plus parler là. Les deux frères s'asseyent, ils font un conseil de famille avec les différents chefs de famille. Ils font un procès verbal, ils établissent, ils signent, et le lendemain matin, on l'éjecte libéral. Je dis, on l'éjecte manu militari de ce domicile, et on le précise que comme il part, même un copec, il n'aura plus. Il va devoir végéter. Et la punition, c'est minimum 3 fois 3, donc 9 ans. On le punit tel que la tradition le veut, 9 ans, M. Eric Fopoussi. On ne lui adresse ni le bonjour, on ne s'occupe pas de lui, sur aucune forme. On le voit en route, on passe, M. Eric Fopoussi, qu'il porte ce poids, et à partir de là, il comprendra quel est le rôle de la famille et le respect qu'on apporte à celui qui t'a nourri, qui t'a donné la chance un jour de pouvoir manger. Quand le respect qu'on lui accorde, n'est-ce pas, il comprendra cela. C'est tout. C'est pas compliqué. Ok. Non, moi j'ai une question, Chalamel. Est-ce que on a fait l'erreur? Est-ce qu'il y a une erreur qui a été commise de la mettre dans cette maison? Il n'y a aucune erreur. Vous ne pouvez pas laisser, c'est même de l'humanisme, vous ne pouvez pas laisser votre neveu dehors. Non, mais elle veut dire que bon, voilà une maison. Ouais, on est 5 ans. Tu y passes 5 ans et ensuite tu t'établis toi. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que c'est la maison, c'est la concession du grand-père. Oui. Le grand-père, comme l'a dit tout à l'heure Bombok, a choisi délibérément de désigner un enfant qui devra construire sur la cuisine de sa femme. De sa femme qui est la mère de l'enfant. Il lui dit, je tiens à ce que tu construises sur cet emplacement. Le simple fait de choisir, c'est pas au hasard, monsieur Eric Fopoussi. Le simple fait de dire à un enfant que tu vas construire sur la cuisine de ta maman, ça prouve l'attachement d'un, que ce papa avait pour son épouse. Deux, ça prouve les intentions qu'ont ce papa de responsabiliser ce garçon. Non, en lui disant, non, attention, monsieur Eric Fopoussi. Non. Littéralement, le père est en train de dire, je te confie ma concession. Bien sûr. Est-ce que justement l'erreur n'a pas été de est-ce que derrière le père, le grand-père n'avait pas une idée dans la tête de dire que voilà, je te on ne le dit pas.
Oui. On ne le dit pas. En langage, les initiés le savent. Lorsqu'on arrive et qu'il dit que c'est elle qui va construire la cuisine ici, dès que le jour même que vous commencez à construire la cuisine, il appelle ses frères. Il a dit, bon, venez, il y a tel qui est en train de construire là-bas. Et le contrat, le jour que vous mettez la tôle, que vous tôlez la maison, c'est ce jour qu'il appelle même les frères pour faire à manger dans la maison. Okay. Ma question, vous bien la comprendre. Est-ce que le père, quand il dit à son fils de construire là sur la cuisine de sa femme, est-ce qu'il n'a pas, est-ce que derrière l'idée est que le fils construise, mais que c'est pas sa maison à lui? Non. Il construit. Non, justement. Non. Il lui a donné. Généralement, Bruno doit porter le nom de son grand-père. Donc c'est son beau-beau. Non, l'autre, comment il s'appelle, monsieur lui, voilà. Lui. Est-ce que lui qui construit la maison? Est-ce que lui qui construit la maison sur la cuisine de sa mère? Oui. Son père n'est pas en train de lui dire construis une maison là-bas qui va être une maison de tout le monde. Non. Je veux dire que parce que la mère accueille tout le monde. C'est un plan symbolique. Oui, c'est un plan symbolique. La maison centrale est là. Oui. En fait, monsieur Eric Fopoussi, il y a des endroits. Quand le père veut donner même dans la concession, il ne donne jamais devant sa concession. Il donne derrière. Il t'amène, te dit prends tel. Ou il donne à côté. Ça, suivant certaines aires géographiques, on donne à côté, à droite ou à gauche. Et quand vous regardez, quand vous allez dans le centre, le sud et l'est, la cuisine est toujours collée à la maison, à l'extérieur, c'est à la gauche généralement, à la gauche. Quand vous allez plus dans la zone de l'est, vous vous rendez compte que les cuisines sont à droite. À l'ouest Cameroun, les cuisines sont derrière, la maison derrière. Donc si le père a choisi de donner ce qu'il a donné, je ne sais pas l'air, il a donné la maison peut-être à côté ou à l'arrière de la maison. Étant entendu que lorsqu'on entre, on doit voir la maison du patron, du chef de la concession en avant. Le reste, c'est derrière. Donc, pour dire que quand il a déjà donné, c'est la vôtre. D'accord. C'est la vôtre. Mais maintenant, comme vous êtes le premier à avoir pris, le premier à qui il a donné, c'est à vous qu'il incombe de réchauffer et d'entretenir la concession. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est Louis Piassi, là où il est en Europe, la coutume même peut être en train de le frapper. Son grand-père peut être en train de le chicoter tous les jours dans les rêves. Que maintenant, la maison que je t'ai donnée là, tu fous quoi ici? Ma maison, il fait froid. J'ai froid dans ma concession. Ma concession, je suis passé là-bas l'autre jour. Parce que c'est ça. Et là, il faut expliquer aux gens que c'est important. La grand-mère vient vous prévenir. Si vous rêvez de votre grand-mère, vient vous prévenir d'un malheur. La maman vous donne des conseils et le papa vous blâme. Donc, le gars est dans ces situations. Il n'a peut-être pas expliqué à Dominique. Il est dans cette situation où il faudrait qu'il vienne aménager la concession. Vous voyez, il dit qu'il va faire un duplex. Il vient maintenant pour changer et faire un duplex et réchauffer la concession. Réaménager la concession de son père. Même lorsque vous allez dans un village, vous allez vous rendre compte que on construit la plus belle maison, mais on ne touche jamais la concession du père. La maison du papa, on ne la touche jamais. Donc nous sommes à cette situation-là où il faudrait revoir cela. D'accord, très bien. Alors, Dominique Audrey. Oui, je crois que l'essentiel a été dit. Moi, je veux juste mettre en lumière l'ingratitude qu'on vit au quotidien. Aujourd'hui, c'est lui et Bruno qui sont au centre, mais à côté, on vit ça dans nos familles. Vous pouvez prendre même un enfant sous votre coupole, dans votre maison, vous l'élevez et en grandissant, cet enfant-là commence à vous insulter et autres. Ma grand-mère m'a toujours dit, j'ai fait beaucoup de choses pour les enfants de ma famille. J'ai fait énormément de trucs. J'ai élevé, j'ai payé les études et autres, mais les personnes qui ont été reconnaissantes envers moi, je ne leur ai même jamais acheté un crayon de 25. Donc pour moi, je reste sur ma position. Si on veut aider les gens, on le fait, mais on le fait à distance. Il faut trouver de quelque façon que ce soit, peut-être vous enlevez les tôles pour qu'ils sortent de votre maison ou bien, je ne sais pas, pour qu'il pleuve chez lui et à l'intérieur et qu'ils sortent. Ils sortent parce que jusqu'ici, sa mère ne dit rien, donc elle est d'accord. D'accord. On va lire quelques messages avec vous, Karine Santia. Je pense que Bruno est hautain et pas reconnaissant. Celui-ci doit se faire petit et se responsabiliser. Gertrude à Kwaptamo qui nous écrit aujourd'hui. Il doit être délivré. Christian de Bafoussam qui nous écrit ce matin. Histoire de maraboutisme qui pourrait être érigée par la mère de Bruno et son fils contre l'oncle. Ça, c'est Théophile Choupo qui nous écrit. Ça va aboutir à ça. C'est pour ça qu'on parle de la sorcier de la famille. Parce qu'il va tout faire pour éliminer. Dani Abonamoussa dit, moi, je pense que la solution, c'est de saisir la famille pour un conseil de famille. Enfin, de trouver un terrain d'entente, mais que ses oncles ne lui donnent même plus rien, même un iota. Rien qu'il soit abandonné par lui-même. Et voilà, histoire de maraboutisme, voilà. C'est dur, hein, quand même.
C'est Dani de Bonamoussa dit, moi je pense que la solution c'est de saisir, j'ai déjà lu ce message, capable de rien faire. Il faudrait, alors à mon humble avis, en plus de malédiction dont vous parliez, moi je pense pour ma part que Bruno est victime d'une manipulation de la part de sa maman. Elle a entraîné Bruno dans un processus de zombification à tel point où le jeune n'est plus capable de rien faire. Il faudrait donc des assises pour pouvoir déloger ce jeune de cette maison ou alors cet oncle n'a qu'à abandonner cette maison et se trouver un autre terrain au risque d'entraîner sa propre famille dans des histoires louches, pour ne pas dire des histoires de sorcellerie et de maraboutisme. Mais quand il vous dit déjà que la maison est hantée, ça veut dire qu'il a des projets. Il a des projets. Il vous dit clairement ce qu'il qu'il veut va rester faire. là. Oui, il veut rester là, il a des projets. Oui, on va terminer avec un dernier message. Un autre message, beaucoup de quoi ce Bruno mérite d'être expulsé de cette maison. Je suis du même avis que Charles. D'accord, merci beaucoup à tous pour vos contributions à cette histoire ce matin, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision parce que dans un court instant, c'est la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation temporaire de la voie publique dans ce pays. Qui est qui dans cette affaire? Qui fait quoi, quand et comment? À qui profite le crime dans cette histoire de l'OTVP entre la communauté urbaine de Douala et certaines mairies? L'OTVP entre dans quelle caisse? Caisse blanche ou caisse noire? D'ailleurs, quelle est la différence entre l'OTVP et les frais de parking? On se perd finalement dans cette ville de Douala. Comment comprendre le flou entretenu par les agents de la communauté urbaine de Douala? Comment comprendre ce flou? N'essayez pas de poser la question au directeur de la réglementation de la police municipale. Il vous dira qu'ils sont dans une logique de fluidifier la circulation. De quelle circulation parle-t-on? Comment comprendre ces parkings qui sont positionnés on ne sait plus comment au nom de la communauté urbaine de Douala? Vous ne devez pas garer ici, coup de poing. Vous ne devez pas faire si on casse. Vous avez même l'autorité. Profite le crime. Telle est la question qu'aujourd'hui se pose. Tirer, mais au fond, il semble encore parler. Casse. Plainte au tribunal. Les commerçants sont perdus. Le d'arrondissement, les agents de la communauté urbaine, les commerçants, puis les usagers de la route. Vous ouvrez un bar où les gens sont assis à l'extérieur, au TVP. Vous vendez le bouillon sous la pluie et le soleil, au TVP. Vous vous débrouillez à la sauvette, au TVP. Vous vendez le pain haricot, au TVP. Vous avez le TVP, la communauté urbaine intervient et vous casse. On casse sans avoir pitié de l'investissement. On démolit sans se soucier qu'un jour vous avez pu enlever les iota. Parfois on détruit même sans vous faire une quelconque sommation. L'OTVP est devenu ce serpent de mer. Les jérémiades sont les mêmes du côté de différentes mairies, que ce soit du côté du marché central, que ce soit au niveau des boulevards des Nations Unies, nouvellement construits, que ce soit du côté de Douala 5e, les pleurs sont les mêmes. Comment comprendre tous ces taux exigibles on demande aux commerçants en guise de frais d'OTVP? Le coût de la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique par semestre à des moments devient véritablement une arnaque. À qui appartient les carnets de fortune sortis très souvent par ces collecteurs? L'OTV finalement, c'est le péage de qui? La communauté urbaine ou les communes? Telle est la question qu'on est toujours censé appeler à se poser. Voilà, c'est une
question là aussi importante, puisque ceux qui vivent à Douala et à Yaoundé, dans les villes du Cameroun, voient comment tout cela se passe. Et on peut s'interroger sur les conséquences de cette taxe au TVP, parce que on voit très bien les conséquences issues de l'occupation de la place publique. J'ai discuté tout récemment avec un expert en mobilité urbaine qui me disait clairement qu'il y a un vrai souci, et lorsque on lui opposait le fait qu'à Douala il n'y ait pas de route, il disait mais non, à Douala pourtant il y a des routes, mais sauf que ces routes-là sont occupées par des commerces temporaires qui sont acceptés avec la complicité aussi bien de la communauté urbaine que des communes d'arrondissement, parce qu'il faut dire que dans ce registre-là, on les retrouve dans ces deux composantes-là des collectivités territoriales décentralisées. Donc, il me le disait et je comprenais finalement que peut-être on est en train de se plaindre au Cameroun, alors que on pourrait résoudre certaines questions facilement juste en dégageant nos trottoirs, en dégageant parce que vous voyez quelqu'un qui a une boutique à Akwa, sa boutique, il installe et met sa marchandise jusque à la lisière de la chaussée. Et ça se passe comme ça partout. Ils vont vous dire qu'ils payent l'OTVP et qu'ils sont autorisés à faire ça. Donc, il y a d'abord cet aspect désordre et qui empêche la mobilité urbaine qu'on doit interroger. Et vous l'avez dit, comme toujours, il faut voir à quoi sert cet argent qui est collecté et dans quelle caisse ça va. Alors, bon, Bégan, je commence par votre lecture de cette OTVP-là. Non, en réalité, il y a trois institutions qui se partagent, ou si vous voulez, qui ont compétence sur l'OTVP. Vous avez parlé des mairies d'arrondissement, de la communauté urbaine, mais également des autorités administratives. Parce que, en réalité, ce qu'on appelle emprise de la voie publique incombe aux autorités administratives. Mais comme les autorités administratives n'ont pas de tickets, ou des sous, des tickets pour venir récolter l'argent, c'est pour ça qu'on procède à des concessions. Et je pense que le ministre Sadi avait été corrigé, entre guillemets, en 2013, après les élections de 2013-2014. Il a sorti une circulaire où il disait qu'on devait laisser aux mairies d'arrondissement le soin de collecter un peu local et tout, mais arrivé ici à Douala, le préfet de l'époque, gouverneur aujourd'hui dans le centre, et lui, il a procédé à des concessions, y compris l'OTVP. Donc, ça veut dire qu'ils avaient constaté, on a approché certaines sources, nous ont dit que l'autorité administrative à Douala ont constaté que le ministre a oublié que les autorités administratives mangent sur ça, comme on dit au Cameroun. Donc, pour vous faire un exemple, si vous êtes au carrefour dit Anatole et au marché central, l'emprise qu'il y a là entre Carrefour Anatole et le grand Carrefour, le grand rond-point qui devrait, c'est qu'on appelle en réalité la place de l'indépendance, hein, là où vous appelez Gazon. Ce sont les autorités administratives qui ont ouvert la voie et ces boutiques-là leur appartiennent. Voilà. Mais ce n'est pas elles qui viennent collecter l'impôt. Donc c'est là où se trouve le problème. Donc les mairies revendiquent, les communautés urbaines revendiquent, mais l'autorité administrative aussi. Donc vous avez raison de le dire. On aurait bien pu laisser les trottoirs, normalement, mais l'autorité administrative vous dit que lui mangeait où? Il mangeait où? Voilà. Et il préfère donc laisser cet embrouillamini là, malheureusement. Oui, au risque d'avoir une ville touffue. Parce que la ville de Douala est une ville touffue à cause de cette OTVP que tout le monde, justement, a désormais accepté comme étant normal dans une ville comme Douala. Occupation temporaire, elle n'est pas vraiment temporaire que ça, puisqu'elle est définitive. On voit très bien qu'elle n'est pas une occupation temporaire, elle est une occupation définitive. Alors, Dominique Audrey. Oui, dans cet embrouillamini dont parle le Père Bombok, ce sont les pauvres citoyens qui en payent les frais. Parce que vous finissez de payer ici à la communauté urbaine, les gens de la mairie vont également venir et réclamer leur argent. On ne sait donc pas, par exemple, on ne sait donc pas à qui on doit donner l'argent. J'ai travaillé dans un atelier de couture où la dame, sur sa véranda, a déposé un seau de croquettes
et de caramel. On lui a demandé de payer la taxe d'OTVP. Elle n'a pas compris d'où est-ce que ça sortait. Elle a dit que non, je paye mes impôts. On lui a dit que non, puisque ta tôle arrive jusqu'au bord de la route là et que tu poses ton tabouret, tu dois payer. Et on a menacé de fermer son atelier. Puisque peu de Camerounais sont informés sur comment est-ce que les choses doivent se passer, on finit par se retrouver avec des gens qui passent le temps à dépenser l'argent tous les jours. Ils viennent avec les gros bras là, on va vous menacer, d'autres on vous enferme même dans votre boutique. Moi, j'ai loué chez une maman qui leur fait ça dur, hein, monsieur Fopoussi. Vous venez là. Comme elle sait que vous venez pour fermer, elle entre dans sa cafétéria et s'assoit. Fermez. Vous ne pouvez pas fermer, puisque c'est la porte de devant, elle va sortir de l'autre côté et elle l'ouvre. Elle leur a dit à plusieurs reprises, tous les jours vous venez prendre l'argent. Moi j'ai ouvert ma cafétéria, ça ne fait même pas 3 mois, vous venez me demander les impôts. Je paye les impôts par rapport à quoi? OTVP c'est quoi? Donc je vends mon pain haricot ici en route, vous me demandez j'ai occupé quoi? Si on prend l'argent à quelqu'un qui pose le caramel, on prend donc combien à celui qui verse le sable? Parce que ce sont des personnes qui versent le sable, qui ont les quincailleries, qui occupent véritablement la voie, à qui on doit prendre de l'argent, pas à une pauvre personne qui vend le caramel. Voilà. Oui. De l'axe de Ngodi, là, les gars font les papas, là, c'est sur la le trottoir. Voilà. Là, on a les piqueteries qui sont improvisées. Oui, c'est sur la voie publique. L'occupation. C'est sur la voie publique, c'est clair. Alors, Karine. Je vous pose si ça donne l'argent. Si vous voyez les Camerounais, notre administration s'embrouiller avec les communes, d'arrondissement, sachez que l'affaire là est juteuse. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que à peine la communauté vient récupérer son dû, que la mairie aussi vient. Donc c'est comme si les gars s'arrangent. Non, va d'abord. Après, non, je commence. Après, tu viens. C'est comme si les gars s'arrangent à le faire. Et à un moment donné, maintenant, les populations sont devenues même intelligentes. C'est-à-dire que quand vous venez là, l'autre ferme sa boutique, il s'assoit. Il dit que la boutique ne fonctionne pas depuis. Vous faites comment? Vous allez fermer la boutique encore? C'est grave parce que les populations maintenant payent le prix. Alors qu'il y a quand même une taxe qu'on appelle taxe sur la propriété foncière. Il y a des gens qui ont des maisons qui sont au bord de la route. Des maisons qui sont peut-être à 10 mètres de la rigole, qui n'ont pas besoin de payer de taxes d'OTVP parce qu'ils n'occupent pas la devanture. C'est-à-dire que quelqu'un qui a sa boutique, vous voyez les boutiques de Maguida, la boutique il reste juste à l'intérieur, il n'utilise rien devant, mais il paye l'OTVP. Un salon de coiffure qui ne met ni le casque dehors, rien d'autre, vient payer l'OTVP. L'OTVP, alors ça veut dire quoi? Il faut définir ça aux gens. Occupation temporaire de la voie publique. Quelle voie publique a été utilisée? Si c'est devant ta porte que les gens passent même. Par exemple. Et chaque fois, monsieur Fopoussi, que vous voyez, les garages qui font les roues, les pneus, autres utilisent même ces routes-là, mais on ne fait rien. Eux-mêmes, ils viennent garer où? Ces gens, ces autorités-là garent où? Quand ils marchent, ils garent où? Parce que nous, on vient percer les roues de nos voitures. Eux qui ont les voitures, ils garent où? Il y a la route, il n'y a même pas d'abord de route, il n'y a même pas d'espace pour marcher. Mais on demande aux citoyens de payer l'OTVP. Et ces populations-là, Dominique a parlé d'une maman qui vendait le pain haricot, mais je vous assure que les colboxeuses, un colbox qui ne marche même plus aujourd'hui, paye l'OTVP. Une maman qui braise le maïs, paye l'OTVP. Non mais, quand je vous écoute, et ça c'est le ressenti que peuvent avoir nos téléspectateurs ce matin, on a le sentiment que l'argent qui est prélevé n'est pas un argent qui va servir à la communauté, c'est un argent qui va servir aux individus. Et c'est là que c'est malheureux parce que on paye le lourd tribut de cela par une ville qui est touffue, comme je l'ai dit il y a un instant, et aussi par une ville où les embouteillages sont devenus monnaie courante parce que les trottoirs et même parfois les chaussées sont occupés par des commerçants. Donc, on aurait pu peut-être tolérer cela si cet argent-là, justement, pouvait servir à aménager d'abord les routes et à faire des travaux qui intéresseraient la communauté, par exemple. Donc, c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a quelque chose de pas bon dans cette OTVP et les abus qu'on peut y voir. Mais après, je voudrais quand même faire observer que il y a un débat. Doit-on justement interdire à tous ces débrouillards, à tous ces sauveteurs qui se battent au quotidien d'occuper la voie publique? C'est un débat aussi qu'on pourrait avoir pour que la ville soit moins touffue que ça, pour que la ville soit aérée. Doit-on interdire à ces sauveteurs, à ces nombreux débrouillards, à ces commerçants-là d'occuper la voie publique temporairement?
C'est la grande question qu'on pourrait se poser ce matin, parce qu'évidemment, il y a des gens qui estiment que le chômage étant à des niveaux très hauts, le sous-emploi étant ce qu'il est, les Camerounais se battent comme ils peuvent pour s'en sortir. Et il y a là aussi une forme de tolérance administrative. Et donc cette tolérance administrative, qui est un concept très camerounais, se transforme justement en un abus et en vache à lait pour ces autorités, qui soient administratives ou communales, qui en profitent pour se mettre entre guillemets plein les poches. Donc c'est là la grande question. Il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse bien sur quelle ville nous voulons, quel aménagement urbain nous voulons pour le Cameroun. Une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, je crois que nous serons avancés. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. Nous serons de retour dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Ce matin, entre 10h et 12h dans ce programme. Alors, pour engager cette deuxième partie, j'aimerais quand même faire un petit breaking news, puisque nous avons les yeux tournés vers les prix Nobel. Vous savez que le prix Nobel, qui chaque année est le plus attendu, est le prix Nobel de la paix au Cameroun. Beaucoup avaient commencé à faire des pronostics, mais il faut dire que l'Éthiopien, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est le prix Nobel de la paix cette année. Donc, pour ceux qui attendaient que le président camerounais soit prix Nobel de la paix, malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Peut-être que beaucoup de Camerounais espéraient, beaucoup de Camerounais, oui, Karine Sontia a la mémoire beaucoup plus fraîche, Info Matin, en l'occurrence, avait un prix Nobel. Prix Nobel, donc des Camerounais étaient en attente, mais on vous l'a dit, un prix Nobel ne se fait pas ex nihilo. Un prix Nobel se fait sur la base d'actions fortes, et le Cameroun était attendu sur la crise anglophone pour voir comment faire pour mettre un terme à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Malheureusement, la guerre continue, donc il serait quand même assez indécent de donner un prix Nobel au président camerounais alors que des Camerounais continuent à se faire égorger au nord-ouest et au sud-ouest. Donc c'est une grande question. Et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui est arrivé tout récemment, il est arrivé au pouvoir avec 38% des suffrages législatifs qui lui ont porté à la tête de l'Éthiopie, a entamé un vaste programme de réunification du pays. Vous savez que c'est un pays qui a un système fédéral, et il y avait là-bas de nombreux problèmes entre ces différents États fédérés, notamment aussi ethniques, puisque les Oromos, qui sont un peu là-bas, ceux qui sont les majoritaires là-bas, devaient voir dans quelle mesure être un tout petit peu accéder à d'autres revendications. Et tout récemment, d'ailleurs, il y a eu des régions ou des États qui ont pu retrouver une réconciliation parfaite avec l'Éthiopie. Donc, il y a également l'action qu'il a engagée avec l'Érythrée, qui était avant un territoire éthiopien, qui est devenu un pays indépendant, qui a fait sécession. Et il y a également les rapports qui sont, on va dire, réchauffés avec l'Érythrée. Donc voilà, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix cette année à Oslo. Madame, monsieur, on va tout de suite lire quelques messages avec vous, Karine. Est-ce normal qu'on demande l'OTVP à quelqu'un qui a une boutique, qui loue, paye les impôts, et encore l'OTVP, véritable arnaque? Sadou Adouala qui nous écrit ce matin. Alors, Chalamel, vous dites que les montants peuvent donner le vertige, font froid au dos, dans le tournis, 50 millions par mois sur un petit périmètre. Simplement. Monsieur Eric Fopoussi, prenez la casse de Bonakwamo. Prenez la casse de Bonakwamo, allez au niveau de la casse, vous allez vous rendre compte que la route est littéralement divisée en deux. On ne circule que sur une partie. Posez la question aux différentes personnes, ils vont vous dire que, en plus de louer l'espace qui est sur la voie publique, ils payent l'OTVP. À qui le paye-t-il? Allez au niveau du camp Yabassi, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, aujourd'hui, le camp Yabassi reste, entre guillemets, la zone que tous évitent. Allez faire un tour au camp Yabassi. Vous allez vous rendre compte qu'encore là-bas, circuler, c'est un problème. Les voies aménagées, passez au camp Yabassi en Bopi à partir de 20h à 21h. Je vous assure, vous circulez dans toute cette zone, vous vous demandez si vous êtes encore à Douala. Voilà. Vous vous demandez si vous êtes encore à Douala. Mais posez la question à ces gars, ils vont vous dire, ils payent l'OTVP. Monsieur, l'occupation de la voie.
Mais allez voir ce qu'on fait dans Obaman. J'ai assisté M. Eric Fopoussi, impuissant devant une dame. Une dame qui a tout payé, elle avait son bar, elle a tout payé. Elle avait son document d'autorisation d'occupation temporaire de la voie publique. Les agents de la communauté sont passés en disant que la mairie c'est qui? On a ramassé des tables. Vraiment, pas des moindres. Pas des moindres, M. Eric Fopoussi. Vous sentez que cette femme a fait un investissement. Les gens de la communauté urbaine ont cassé. D'autres sautaient même sur les tables, M. Eric Fopoussi. Avec le mauvais cœur. Je dis, ils sautaient sur les tables avec le mauvais cœur. On a vu des policiers, les équipes spéciales d'intervention rapide, lorsqu'ils descendent sur le terrain, se rendent compte que vous avez fermé, vous n'avez pas fermé à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent juste vos tables, ils mettent dans le pick-up et ils s'en vont poliment, sans toutefois avoir besoin de casser et de démolir, comme on voit ce que les agents de la communauté urbaine font. Comment est-ce que vous arrivez devant quelqu'un, M. Fopoussi? Je ne sais pas si la régie peut nous amener cette image, où tout à l'heure vous voyez quelqu'un qui a son, je ne sais pas si on va dire sa boutique ou son domicile, même si c'est sa porte, M. Eric Fopoussi. On vient tracer le parking. Regardez là, on trace le parking, M. Eric Fopoussi. Vous entrez chez vous comment? Regardez là, on fait le parking. Vous entrez chez vous comment? C'est un parking payant? Vous entrez chez vous comment? Regardez comment on fait. Vous entrez comment? Est-ce que c'est son... Regardez là. Salamel. Hein? C'est son parking ou c'est le parking? C'est la communauté urbaine, c'est la communauté urbaine qui est de droit là, qui a fait ce parking. On entre comment? Et on vous oblige. Et les gens, vous êtes là, vous payez. Mais posons-nous les bonnes questions dans ce pays. On veut frustrer les gens jusqu'à quel niveau? Mais ça, c'est un exemple. Est-ce que lui n'a pas empiété sur la voie publique quand Cassons. Autant mieux casser. Autant mieux casser. Si on se rend compte qu'il a endommagé, autant mieux casser. Nous serons d'accord qu'on casse véritablement. Absolument. Mais quand vous vous rendez compte que c'est une action à double, ou je sais pas, à deux vitesses, ou à deux, vous vous demandez, mais on cherche quoi? Regardez Bonacqua, moi. Allez voir, vous allez, même ici, vous longez Ngodi à quoi? Ici au niveau de Ngodi, au niveau de l'hôpital, la Kentini. Allez voir ce qui se passe. Les gens vous disent qu'ils payent 20 000 francs le mois. Les gars là-bas vous disent qu'ils payent 20 000 francs le mois en plus de l'OTVP. Quel est ce bailleur qui occupe l'espace de la briqueterie là, M. Fopoussi? Quel est le bailleur? Là vous voyez la brique là, quel est le bailleur qui prend? Moi on vous dit qu'il donne 20 000 francs tous les mois et il paye. Donc c'est pas sérieux. À un moment donné, soit c'est la communauté urbaine qui se place en arnaqueur des populations, soit c'est les mairies qui se placent comme des arnaqueurs de la population, qui arnaquent la population. Et vous allez vous rendre compte que tous les conflits naissent de cette affaire d'OTVP. Est-ce qu'on avait pensé l'OTVP, M. Fopoussi? J'ai l'autorisation de l'occupation temporaire, mais la communauté vient me casser. Mais la mairie descend sur le terrain. Ce n'est pas le ressort de la communauté urbaine, c'est le ressort de la mairie. Non, ce n'est pas le ressort de la mairie, c'est le ressort de la communauté urbaine. Et franchement, on va voir. Non, Charles Lamel, oui, c'est lui qui crée le désordre, c'est la préfectorale, c'est l'autorité administrative. C'est l'autorité administrative qui crée le désordre. Je vous dis, la loi incombe, du moins, impute à l'autorité administrative les emprises de la voie publique. Et puisqu'elle ne veut pas, ou alors elle n'a pas vocation à envoyer soit l'inspecteur des impôts, ou le receveur qui est là et tout, il profite donc de ça. Donc, et à ce moment-là, comme vous avez dit, puisque cet argent ne va pas dans les caisses de l'État, c'est pour ça qu'il y a un brouillamini. Donc, en réalité, c'est l'autorité administrative qui doit mettre de l'ordre lorsqu'il s'agit de l'emprise de la voie publique. D'accord. Pourquoi elle reste donc muette? D'accord. En tout cas, en attendant, on continue à subir et à payer le lourd tribut de ce désordre-là qu'on observe dans nos centres urbains au Cameroun. Alors, on va continuer à lire quelques messages, Karine. J'aimerais savoir quels sont les critères de recrutement à la communauté urbaine au Cameroun. On dirait des barbares. Le message n'est pas signé. Bon, là, c'est la police municipale. Hein. Je pense... On a fait une colère sur la police municipale, oui. Et leur mode d'action, leurs actions et comment ils fonctionnent. Leur profil psychologique. Oui, ça doit être ça, c'est mieux ça. La précision vaut la peine. Allez-y. Je pense que l'OTVP envisagé par les autorités publiques n'est qu'une forme de vol et de dupe. Regardez, c'est la route de PK14. Il y a des trous partout sur la chaussée, même pas une pose-lande pour fermer ces creux. À quoi servent donc ces taxes? Non, après, non, mais là-bas c'est grave parce que il n'y a plus de route là-bas. On a oublié, oui, PK12, parce que la jonction de PK14, PK12 là
Il y a un énorme cratère, monsieur Lifopoussi, qui endommage. Oui, toute la zone là, c'est une zone. Et puis, il y a cette autre histoire qu'on a oubliée, monsieur Lifopoussi, les rues de la joie. Ces affaires de rue de la joie improvisées, dans des quartiers. La nuit, oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des collecteurs de nuit? Ange Raphaël a avec de Bali. Oui, il y a des collecteurs de nuit. Bien sûr. Toutes ces femmes qui pressent le poisson, mais je veux dire, il faut et c'est pourquoi, d'ailleurs, on en parlait ici, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne où va cet argent. Dans quelle caisse cet argent tombe? Et il faut une enquête profonde pour s'interroger, parce que les gens choisissent délibérément de s'enrichir sur le dos des pauvres Camerounais. Et c'est là où ça fait mal. Parce que si cet argent a été collecté, quand j'entends les montants, 50 millions pour un petit territoire, si cet argent-là était utilisé comme il faut, nous n'aurions pas de problème de routes dégradées dans une ville comme Douala, par exemple, parce que cet argent-là irait justement pour construire cela, pour servir à ça. On aurait des aires de jeu. Il n'y a pas d'aires de jeu dans ce pays. Des aires de loisirs. Non, mais oui, parce que... Non, mais je veux dire... Mais si vous voulez les arbres en plein milieu de rue, non, mais on pense une ville. On pense une ville, on pense à ce qu'on veut pour une ville. Pardonnez-moi de vous couper, monsieur Difo. Est-ce qu'on a des rigoles fermées? C'est la simple question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a ne serait-ce que des rigoles fermées? Toutes les rigoles sont payantes. Vous voyez quelqu'un qui se bat à mettre des petites galettes chez lui pour entrer, il reste à son petit kiosque, vous venez de mettre le payer. Est-ce que vous avez d'abord des rigoles qui courent, monsieur Batou? Les rigoles starmiantes. Oui, Dominique Audrey. Est-ce qu'il n'y a pas une heure d'arrêt de travail au Cameroun? Pas pour l'OTVP. Ok. Sérieusement? Il y a les équipes de nuit, de jour. C'est réglementaire. Il faut demander parce que si c'est pas réglementaire, les gens n'ont pas à payer ça. Mais vous ne pouvez pas vous casser. On porte les poissons, on parle. On porte des poissons, ils ramassent. Oui, vous n'avez pas vu que ces gars-là ont un refus psychologique terrible. Parfois, on renverse les femmes qui ont les fourneaux là, ils bottent les fourneaux là, le tampon vers tout. Ils ramassent et jettent, je vous assure. Pour moi, le TVP doit être annulé car on ne voit pas à quoi cet argent sert et régulariser l'utilisation de la voie publique par des règles. Le message n'est pas signé. À une certaine période, c'est la même communauté urbaine qui vendait à 250 000 francs les kiosques des colboxeurs. C'est la communauté urbaine qui vendait à 250 000 francs. Avant qu'ils ont adapté les parasols. Non, oui, la communauté urbaine. Cette même communauté urbaine est revenue encore casser ces mêmes kiosques et les gens ont demandé de rembourser notre argent. On a déboursé 250 000 francs pour avoir un kiosque, le droit d'exister sur les trottoirs. C'est quand même lourd ça, monsieur Eric Fopoussi. C'est lourd quand même ça. D'accord, on va lire un dernier message dans cette séquence. Un téléspectateur qui demande si on pouvait envoyer ces gros bras-là à Kolofata. D'accord, merci. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette partie de l'émission. Prendre avec vous, Karine, la revue des réseaux sociaux. Oui, monsieur Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont pu voir une image du président de la République en train de discuter avec, on ne sait pas trop qui c'est, et en train de rire aux éclats, ce que beaucoup de personnes n'avaient pas encore vu dans les images. L'image du président de la République en train de rire aux éclats. Et ça a plu à beaucoup de personnes sur la toile, d'autres qui disent qu'il rit comme ça alors qu'on continue de mourir dans le nord-ouest et le sud-est. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à cela. Mais l'actualité principale de ces images-là, c'est cet entretien que le président de la République a eu avec Emmanuel Macron, le président français. Et comme je le disais à l'introduction de cette émission, je reprends son texte. J'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes de Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palu et le VIH. On a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du grand débat. On a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays pour constater que la coopération allait bien. Il faut aussi dire qu'il y a eu des manifestations anti-président de la République. C'était hier aussi à Lyon, avec un fort déploiement. Les membres de la brigade anti-sardinard il s'appellerait des activités. C'est passé le grand dialogue national. Ça nous rappelle un certain « Je suis le meilleur élève de Mitterrand ». Oui, absolument. Je ne sais pas quel jour on parlait de ça ici. C'était hier. On vous disait,
que la cellule africaine de l'Élysée existe toujours. Et c'est cette cellule africaine de l'Élysée qui encadre toujours et toujours les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Hein. Donc, parce que vous savez que le sommet France-Afrique ou Afrique-France, c'est long, ne peut pas se faire parce que si la cellule africaine de l'Élysée n'a pas la maîtrise du contenu de ce qui se passe. Vous parlez de sommets Afrique-Chine, Afrique-Chine, on parle de TICAD au Japon, mais c'est la cellule africaine qui tient le lieu. Et vous vous rappelez également, je pense, le président Macron était au Nigeria, et où il avait dit, c'était l'année dernière, je pense, il avait dit qu'il faudrait tenir en compte la spécificité des anglophones au Cameroun. Et c'est tout à fait normal dans les relations de coopération, d'assujettissement de nos pays que nos présidents rendent compte à la mère patrie. Non, mais à la France, que la France c'est qui? Veut dire que c'est la mère patrie. C'est la mère patrie. On rend compte. Il faut prendre. On rend compte à son patron. Mais justement, c'est le patron. À son boss, c'est l'employé qui dit bon, ok, boss, tu m'as envoyé faire telle chose. Je te rends compte de. Mais la France reste le patron. Reste le patron. Ça veut dire que la cellule africaine de l'Élysée a fait un rapport. Et maintenant, il faudrait que les deux chefs d'État s'entendent sur les orientations de ce rapport. Vous dites bien deux chefs d'État, parce que si c'est deux chefs d'État, est-ce qu'un chef d'État a vocation à connaître le chef d'État? Oui, si on était un État souverain, oui, je vous comprends. Oui. Mais le même procédé, regardez ce qu'a fait le président Ouattara de Côte d'Ivoire. Tout le monde, il y avait certains Africains naïfs qui disaient « Ah oui, mais l'Afrique de l'Ouest veut nous montrer, même sur le plan symbolique, on va créer une monnaie. » Le lendemain, elle a dit au président Macron que non, excellence, parce que c'est ça, qu'ils soient leur fils ou leur petit-fils, ce n'est pas ça, c'est leur patron. Il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je veille pour que la monnaie là ne puisse pas perturber les relations que nous avons. » Donc, c'est la même chose qui se passe. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Dites aux ceux qui pensent que nous sommes un État souverain que nous ne le sommes pas encore. Donc, et Gbagbo, pourquoi Gbagbo on l'a tué? On a tenté de le tuer. C'est justement parce qu'il a dit que les décisions de la Côte d'Ivoire ne se prennent pas au bord de la Seine, mais au bord de la lagune Ébrié. On lui a dit, mais vous êtes né quand? Donc on a commencé à faire la lagune, c'est un peu comme le Vouri de... Oui, comme il peut lui dire que, bon, moi je suis dans le Fundi, je prends mes décisions de Cameroun au bord du Fundi. Ce n'est pas au bord de la Seine. On lui dit, mais vous êtes né quand? Mais il avait fait ça en 83. À un moment donné, les relations, Mitterrand avait pensé que, bon, c'est la chasse gardée, il y a des trucs. À l'époque, François Mitterrand, l'ancien président français. Oui. Bon, le chef de l'État, dans les bisbilles avec le président Ahidjo, ne voyait pas Mitterrand intervenir. Il a fait un voyage en Allemagne où il a dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un pays, ainsi de suite. Mitterrand lui a dit, cher ami, c'est mon pays, vous faites quoi là? Donc, il est venu et il s'est rangé de 83 jusqu'au départ de Mitterrand en 96, en lui disant, en 95, jusqu'à sa mort même en 96, en lui vouant un culte particulier. Donc, c'est comme ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas un État souverain. Il me souvient qu'avant cet épisode-là, cette rencontre entre le président français et le président camerounais, beaucoup de turiféraires ont dit que la France voulait déstabiliser le Cameroun, que la France avait avec les agenda caché. Oui, comme vous dites, Chalamel, et que les rapports entre Yaoundé et Paris étaient crispés. Et alors, depuis ce matin, on parle de réchauffement des relations entre Paris et Yaoundé. Qu'est-ce qui aurait donc réchauffé des relations qui semblaient tout à fait glaciales jusqu'ici? Ça a commencé avec François, comment on l'appelait, Sarkozy. Sarkozy qui avait évité le Cameroun, parce que pour lui, notre chef d'État avait mis long, il avait un certain âge. Bon, François Hollande est venu, il a fait quelques minutes ici, chez nous, bon, c'est dans le sens. Et celui-ci plus jeune, il évitait, il voulait s'inscrire dans cette lignée-là. Et donc, cette froideur-là, et avec tous
ces problèmes que nous avons, problèmes anglophones, d'abord même avec Boko Haram, vous vous rappelez que c'est à l'Élysée, en 2014, en mai, que le chef de l'État a engagé la guerre contre Boko Haram. Et vous avez vu que ça a surpris François Hollande. Et au point où son intervention au Cameroun, malgré le langage diplomatique, la France a sous-traité sa participation par le Tchad. Donc les relations sont froides. Depuis que Sarkozy est au pouvoir, il fallait donc maintenant profiter de la perche qu'avait lancée le président Macron quand il a dit « Nous voulons que la région anglophone soit prise en compte comme une spécificité. » Il fallait donc maintenant profiter, saisir la perche pour aller lui dire que, Monsieur le Président, voilà, vous ne nous laissez plus, vous voyez vos intérêts ici et ça, voilà. Donc, moi, il ne faut pas vous limiter aux polémiques, comme c'était dialogue, lui, il a parlé de débat, non, il ne faut pas se limiter à des problèmes de sémantique. On n'arrête à rien, le vrai problème, c'est cela. Il y avait des relations, se refroidissaient, il fallait les réchauffer. Finalement, c'est comme ça. D'accord. Chalamel, pour vous, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on n'accuse plus la France de tous les noms d'oiseaux? Mais monsieur Eric Fopoussi, vous savez, quand un soldat ou un policier dit j'ai rendu compte, monsieur Eric Fopoussi, il faut aller voir. J'ai fait un rapport. Alors, vous vous rendez compte que dans ce compte rendu, c'est les résolutions qui ont été proposées au Premier ministre, que le Premier ministre a proposé au chef de l'État, que lui aussi allait proposer. Donc, c'est une chaîne logique. Hiérarchique. Hiérarchique. Vous avez proposé au coordonnateur du dialogue. Le coordonnateur a proposé au chef de l'État qui lui aussi allait proposer. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en dessous de cela, il y a plusieurs petites batailles qui sont en train de se passer. Notamment, vous avez d'un autre côté les anglo-saxons qui ont un regard sur la situation que traversent les anglophones. À un moment, c'est un combat qui continue à être fait, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez ces pays anglo-saxons qui se... Vous pensez que la France elle-même reçoit beaucoup de pression de la part des États-Unis? Mais monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire, il y a cette pression, il y a cette forte pression. Essayez de voir les différents niveaux. Vous avez vu, les États-Unis se sont impliqués dans cette affaire tellement, ont pris des positions pendant longtemps sur la question. Entre-temps, on avait la France qui était là, toujours en train de donner des petits conseils sur le plan diplomatique. De manière différée, pendant que les États-Unis étaient en train de frapper le poing sur la table. Il faut. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu des réactions, il y a des choses qui se sont jouées. Aujourd'hui, maintenant qu'on est allé rendre compte, on a dit voici, parce que disons-le littéralement que les Camerounais comprennent. Vous avez parlé, vous avez dit, vous avez crié sur moi, j'ai organisé. Voilà ce qu'ils ont proposé. Voyez comment on peut gérer cette situation. Donc, maintenant la situation, est-ce que c'est le statut particulier qui va être adapté? Est-ce que c'est la République unie du Cameroun qui va être adoptée? Là encore, il faudrait, ce qu'on appelle souvent des arbitrages. J'aime bien cette expression. Ils vont faire des arbitrages, monsieur Eric Fopoussi. Ils vont arbitrer, sélectionner ce qu'il faudra sélectionner, trancher, et après on va vous sortir le communiqué comme quoi, après moult réflexions, après moult analyses, après moult décryptages, voici donc. De l'autre côté, il y avait aussi, au niveau de la coopération, la situation de Bolloré. Bolloré n'a pas une bonne situation. Rappelez-vous qu'il a rédigé toute une lettre au président de la République pour le rappeler. Il fallait débattre de la question de Bolloré, la situation de Bolloré au port. Ça, c'était l'un des premiers points. Et je crois que c'est par ça qu'il a commencé. Il fallait voir. Mais, mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de faire Bolloré là? Est-ce que c'est normal? Non, patron. Vraiment, patron. Vraiment, non, moi, je vois plutôt ça d'un autre sens qu'à Chalamel. Non, il voulait plutôt lui dire que non. Bolloré était avec les autres. Moi, maintenant, c'est ton ami que j'ai confié le port. Voilà, par exemple. Donc. Oui, parce que celui qui remplace Bolloré est aussi des... Il est bien introduit à l'Élysée. Voilà. Donc, vous voyez que c'est autant de choses qu'il fallait débattre et essayer de rétablir. Puisque Bolloré allait jusqu'à lui dire que souviens-toi que j'ai investi, souvenez-vous que j'ai investi plus de 300 milliards au Cameroun entre telle et telle période. Donc vous voyez que ça, au fond, c'était dire ne m'oubliez pas, pensez à moi, résolvez cette situation, mais souvenez-vous que j'ai toujours été là. J'ai toujours été là pour vous. Donc je crois que c'est l'une des choses qu'il allait régler. Et je crois qu'il a bien réglé cela. Si on voit le rire, le fou rire, parce que je n'ai jamais vu les dentitions du chef de l'État, je voyais toujours des sourires. Il envoyait des sourires. Pas fou rire, comment je dis? Non, mais ça c'était un fou rire. Relation pour les Denis Sulima, c'est un fou rire. Alors vous voyez, quand un chef d'État se lâche comme ça veut dire que tout va bien. C'est bon, il n'y a pas de problème, monsieur. Les relations entre Paris et le Cameroun vont bien. Ok, Dominique. Oui, moi, à côté de ça, je ne vais rien ajouter, juste qu'on attend donc le verdict final, ce qu'aura dit le grand chef.
C'est tout. On attend. On aura peut-être enfin le contenu dans le statut spécial. Hein. Voilà. Dans le nord-ouest ou le sud. Parce que la cellule africaine va s'y pencher. Donc. Voilà, tout à fait. D'accord, on va tout de suite prendre l'autre information ce matin, Karim. Oui, M. Foupoussi, on va lire le communiqué encore du préfet du Djaïlobo. Alors, le préfet du Djaïlobo, préfet du département du Djaïlobo, a l'honneur d'inviter toutes les élites membres du gouvernement, tous les sous-préfets du Djaïlobo, accompagnés de leurs chefs de communauté, les parlementaires, les maires, Madame le procureur de la République, tous les responsables des forces de maintien de l'ordre, tous les chefs traditionnels et de communauté du Djaïlobo, tous les responsables politiques, tous les responsables religieux, les élites intérieures et extérieures du Djaïlobo, les responsables des jeunes du Djaïlobo, les responsables des commerçants, les responsables des mototaxis, à bien vouloir prendre part à une importante séance de travail relative aux échanges intercommunautaires que présidera personnellement Monsieur le gouverneur de la région du Sud à la maison du parti d'Akon à Saint-Melima le vendredi 11 octobre 2019 à partir de 12 heures très précises. Et ce communiqué qui vient maintenant remettre au goût du jour le véritable contexte même de tout ce qui s'est passé à Saint-Melima ces jours-ci. Alors bon, Began, hier, nous tentions de comprendre les violences et les pillages sur les commerces à Saint-Melima et nous disions qu'il fallait aller au-delà de la haine tribale, des considérations de interethniques. Alors entre hier et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées puisque les violences ont repris hier, même si ça s'est calmé entre temps, avec des scènes encore de pillage. On a vu les scènes de pillage et là maintenant, le préfet du Djaïlobo a enfin reconnu, était obligé de reconnaître qu'il y avait un problème interethnique à Saint-Melima. Alors, c'est un sujet très sensible puisque lorsqu'on parle de violences interethniques, intercommunautaires, cela fait rentrer des passions très folles et on doit faire attention aux mots que nous utiliserons parce que, vous savez, il n'est pas exclu qu'il y ait eu des gens qui nous aient écoutés sur ce plateau et qui, là, de se rendre compte que leur plan diabolique n'a pas marché, ont tenté d'attiser les flammes ardentes du tribalisme pour que les violences reprennent de plus belle. Et donc c'est peut-être aussi où nous avons une responsabilité forte face à ce pays que nous aimons tous, parce que personne ne gagne que des ethnies se combattent entre elles, personne ne gagne que les communautés se battent entre elles, personne ne gagne que les autochtones s'opposent aux allogènes, même si les termes, vous savez quel est mon avis sur ces termes-là. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder avec délicatesse. Oui. Non, il existe un problème tribal au Cameroun, on ne le nie pas. Vous vous rappelez, la première personne à en parler publiquement, c'était le 12 septembre 1951 à Kumba. Ruben Oumniobe avait précisé, parce qu'on l'avait invité à un congrès, un parti anglophone, en disant on est en train de monter tribu contre tribu. On est en train de monter intellectuel contre chef traditionnel. Mais celui qui gagne, c'est le colonisateur. Et il va profiter de la misère de tous, de nos misères. On ne l'a pas compris. Avec le premier ministre Mbida, André-Marie Mbida en 1958, il a repris, étant sous Macky, parce que Mbida avait considéré l'UPC à l'époque comme parti tribaliste. On l'a rappelé. Alors, en lui disant, nous plutôt, nous voulons utiliser nos tribus comme essor du développement. On ne l'a pas. Donc, on nous a érigés comme cela, je veux dire, on nous a inculqué ce virus. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'intellectuels en ont parlé. Je parle là du plus grand qui a écrit un grand livre là-dessus, Moukoko Priso et Lengambuyinga, en disant tribalisme et problème national en Afrique noire au cas du Cameroun. On a parlé. Donc ce problème, on veut l'occulter. Il faut qu'on en parle, généralement. On pensait que lorsque le chef de l'État avait donné une autre orientation, c'est-à-dire qu'il partait du libéralisme planifié qui encadrait les plans quinquennaux au libéralisme communautaire, il y aurait eu, comment je vais dire ça,
une orientation politique qui allait nous ramener à nos sources, c'est-à-dire comment nos royaumes qui ont précédé la République pouvaient maintenant vivre. Depuis, on fait des cachotteries, Donc ça, ce problème existe. Maintenant, ce qui s'est passé à Saint-Mélima, au départ, ce n'est pas un problème tribal, puisque le gars, c'est entre beaux-frères. Entre beaux-frères, un gars qui est ressortissant, Bamoun pour le dire, il est né à Saint-Mélima, il a épousé une fille Boulou. Ils vivent. Donc, les problèmes qu'ils peuvent avoir entre, j'allais dire, la famille, au sein de la famille, entre sa belle famille et tout, a plutôt généré justement, et là vous avez raison d'attirer l'attention des Camerounais là-dessus, ou parce que peut-être Bombora s'est visé, va vous dire, au lieu de vous dire que nous avons vu là-bas monsieur tel a assassiné ou alors aurait assassiné son beau-frère parce qu'on l'a vu avec ses babouches et son téléphone portable, alors il a assassiné son beau-frère, que ça se limite au niveau j'allais dire, des écarts de comportement entre eux. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Est-ce qu'ils sont dans un réseau de trucs qui a mal tourné? Est-ce que on doit plutôt un Bamoun a assassiné un Boulou? Ça donne d'autres orientations et ça fait réveiller des choses compliquées, comme vous dites, et justement, c'est ce que nous devons éviter. Mais éviter cela, c'est considérer le tribalisme comme un problème national et en parler. Oui, alors moi, ce qui est intéressant de décoder dans cette affaire, c'est que dans le communiqué du préfet, il fait attention au terme violence. Absolument. Et conflit, et là, j'ai intercommunautaire. Il parle d'échange intercommunautaire et pas de conflit intercommunautaire. J'apprécie l'autorité administrative. Oui. Il a utilisé les termes qu'il faut. En réalité, je ne suis pas dans son discours, mais c'est sûr, il va leur dire, les rappeler comment nos ancêtres ont toujours vécu, comment le vivre ensemble, ça c'est le terme qu'ils aiment utiliser. Mais nous parlons de l'intégration, même comme ça a été galvaudé à un moment donné, en leur disant comment quelqu'un, ça veut dire que, je veux dire un Bamoun qui est né là-bas, ça veut dire qu'une activité aurait conduit ses parents ou ses grands-parents à aller s'installer à Saint-Mélima sans qu'il y ait un problème. Peut-être même quand ils venaient, ils ne comprenaient pas la langue. Aujourd'hui, ce Bamoun, on va même se rendre compte que même s'il fait des pratiques, il n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le Noun. Oui. Donc il est même étranger dans le Noun, il est même plus, j'allais dire, plus autochtone à Saint-Mélima que dans le Noun. Dans le Noun, il n'a pas de repère. Donc c'est peut-être ce que l'autorité administrative voudrait faire ressortir, et c'est ça qu'il faudrait faire ressortir justement, que les Camerounais l'intègrent. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est en train de noter un gros cortège d'élites du Sud qui se rendent à Saint-Mélima en ce moment même. Alors, Chalamel, ils se rendent aussi compte que l'un des intimes du président de la République est Boulou, c'est quand même le sultan du roi de Bamoun. Voilà, tout à fait. Alors Chalamel. Alors, vous savez, M. Eric Fopoussi, j'aime bien qu'on se retrouve, mais à un moment donné, il faut frapper du poing sur la table. Et je crois que jusqu'à ce jour, les gouvernements camerounais s'amusent avec la question, ou les gouvernants camerounais s'amusent avec cette question. Cette question qui de plus en plus est en train de s'enraciner dans les esprits, les cœurs. Vous allez vous rendre compte que entre 1957 et 1971, l'éducation qu'on a donnée aux enfants était une éducation de peur, c'était une éducation d'ici. On a transité cette période, on s'est retrouvé entre l'éducation des années 80 à 90, 80, 92, c'est un autre style d'éducation. Ce qu'on est en train de vivre là, actuellement, avec cette jeunesse qu'on a très éveillée, ça va prédisposer les gens à voir encore. Ça veut dire qu'on entretient de manière générationnelle quelque chose qui devrait être brisé. Et c'est là où on dit, bon, ok, moi sur ce plateau, qu'il faudrait qu'un temps soit peu, on organise les funérailles de tous ceux qui sont partis. Il faut se réconcilier avec l'histoire pour pouvoir se reprojeter. Monsieur il faut pousser. Nous avons eu le cas de Eric Monet. Vous vous souvenez de ce cas d'Edo où on a accusé X, que c'est Y, c'est monté, ça allait à gauche et à droite, ça a conduit à, à la solution interdiction des motos dans des dos. Est-ce que ça a résolu le problème? Non. On prend ce qui ne marche pas pour remplacer parce qu'il ne marche plus. Vous avez vécu le cas à Oumala. À Oumala, vous avez vécu ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on a résolu ce type de conflit? Rien n'a été fait.
Même pas, on nous a même pas pondu une sorte de débat ou de communiqué pour nous dire voici les résolutions qui ont été prises. On a eu le même cas Ezeka, où des individus, parce que ne parlons pas des individus, moi on a bien fait de le dire, des individus ont créé la zizanie et vous avez des gens derrière qui mettent le cas des ethnies, qui sont toujours prêts à pousser la question ethnique devant. Voilà un cas qu'on suivi. Moi j'ai vu des vidéos, monsieur Rifok aussi, où vous voyez quelqu'un qui passe devant les forces de maintien de l'ordre. Il a devant lui on appelle ça des filets de lait. Il a de ce côté les sardines. Il porte les savons. Il passe devant un fonctionnaire de la police qui ne l'interpelle pas. Mais monsieur, il faut posons-nous les questions. Posons-nous les questions. Où on est en République, où on n'est pas en République. C'est un acte de pillage en bande. Il faut frapper. C'est des bandits. Même si on est là pour calmer, mais là, il faut frapper. C'est un bandit. C'est un bandit. Absolument. On a vu des gens, monsieur Eric Fopoussi, toujours dans les mêmes vidéos, tenir 4, 5, 6 téléphones portables. Ils passaient devant les agents. Mais à un moment donné, demandons-nous de quel côté se situe le gouvernement, de quel côté se situe. Et je parie que si ces images ont été rendues publiques sur Facebook, ça suppose que ces mêmes autorités administratives, ces mêmes élites qu'aujourd'hui vous êtes en train de célébrer, qui vont aller s'asseoir pour débattre, ont vu ces images. Parce que toutes ces élites ont chacun un pion dans des villages, ont chacun des pions dans l'arrondissement, qui vont filmer en disant que regarde ce qui est en train de se passer. Regardez, donc je crois que le gouverneur n'aurait pas dû, ou le préfet n'aurait pas dû convoquer cette réunion, que les élites, soucieux du développement, se seraient déplacées pour se rendre et va essayer d'évaluer la situation. Donc j'estime qu'on est en train de jouer. On joue avec ce pays, on joue avec l'avenir de ce pays, on joue avec l'avenir des jeunes Camerounais, la jeune génération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a qui proposent qu'on mette un fonds de solidarité pour d'abord faire en sorte que tous les commerçants qui ont perdu leurs marchandises, leurs boutiques puissent retrouver un peu de vie juste après ça. Non, le chef de l'État va le faire. Oui. Le chef de l'État va le faire. Il nous a habitués à ça. Oui, Non, pour ça, le chef de l'État nous a habitués à ça. Lorsqu'il y a un tel problème, il faut envoyer un peu de fonds. Qu'ils prennent aussi ces petits fonds, ils l'envoient pour permettre à ces gars de pouvoir... Le milliard, comme toujours? Je ne sais pas si c'est le milliard. S'il y en a, qu'ils mettent un fonds. 59 milliards pour épuiser l'argent qu'elle a présent cette année. Il faut qu'il dépense 1 milliard 150 millions par semaine. Alors, on va se poser une question. Beaucoup estiment que si on sort un fonds de solidarité pour essuyer les larmes de ces commerçants halogènes dont les boutiques ont été pillées, il faudra aussi qu'à contrario, on sorte de l'argent pour essuyer les larmes de la famille de ce jeune homme qui est mort. Non, pour le jeune homme qui est mort, il faut qu'on mette une enquête. C'est quand même entre beaux-frères. Oui. C'est quand même. Donc, il ne faut pas qu'on laisse prospérer le banditisme. C'est ça. Chaque fois, nous interpellons le procureur. Ici, madame le procureur, c'est l'autorité administrative qui le combat. Mais elle-même, elle dit quoi? C'est elle qui gère les officiers de police judiciaire. Donc, en matière de banditisme, d'insécurité, c'est elle la patronne. Et elle la patronne, donc c'est elle qui doit donner le cadre dans lequel j'allais dire sa localité, ou bien comment on peut parler dans sa circonscription. Sa circonscription de compétences doit vivre. C'est elle qui doit imprimer les marques à ce moment-là. Dominique Audrey. Oui. Tout au début de cette histoire, on a laissé entendre que le beau-frère serait le coupable du meurtre du jeune homme. Je ne sais pas. Est-ce que c'est simplement parce qu'il avait les babouches et le téléphone? Est-ce qu'il y a une enquête qui l'a prouvé? Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, on peut vous agresser, on prend vos effets et on vend à quelqu'un d'autre. Vous avez laissé là, vous êtes tout condamné. Pour le meurtre ou bien de pour... toutes les manières, on dit qu'ils se connaissent. On ne peut pas vous donner connaître le numéro de son beau-frère. Vous pouvez vous retrouver avec le téléphone portable de votre beau-frère. Parce que moi, à la limite, vous arrêtez celui qui vous vend, si c'était pour vendre. Vraiment, on est allé trop vite en besogne en incriminant le jeune homme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Dans la rue, dans la société, dans notre vie de tous les jours, dès que quelqu'un pose un acte, on va seulement vous dire que ce sont les... Aujourd'hui, on subit ça, on vit ça au quotidien. Et Facebook n'arrange rien. Rien du tout. Ça part en insultes, en tout. Et pourtant, moi, je me dis... Tous les jours, je le dis d'ailleurs, on ne peut pas faire au Cameroun sans les Bamileke, sans les Bamoun et autres. Si on perd une seule partie,
on n'est plus le Cameroun. Donc maintenant, il faudrait que chacun soit consciencieux de ce que si ce genre de choses se produit un peu partout, on aura tous à perdre. D'accord. Tous à perdre. On va s'arrêter là. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On bascule le plateau B, Consti Lamine avec nous. On commence avec le Vambio Oméga 3 ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et merci une fois de plus d'accueillir Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, dans le cadre de la page promo, dans le cadre de la page commerciale de cette émission. Une page qui est d'ailleurs animée par le concept Salaka. Alors ce matin, je m'adresse encore à vous, chers téléspectateurs. Monsieur Sek, vous êtes nombreux vous aimez le concept Salaka. Vous êtes nombreux qui ont des problèmes, bien entendu, de santé. Et aujourd'hui, comme par le passé, le concept Salaka vous permet d'avoir ce complément alimentaire, pas comme les autres, le Von Bio Oméga 3. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique et représenté au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Ce complément alimentaire a plusieurs avantages. Oui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, il permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir également contre cette maladie liée au vieillissement, notamment l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de courbature, les problèmes d'articulation, les problèmes de crampes, les problèmes de rhumatisme, le Von Bio Oméga 3 est également un complément alimentaire idéal pour résoudre tous ces problèmes de santé. Vous l'avez bien entendu au concept Salaka au prix de 5500 francs et je rappelle que ce prix est un prix valable uniquement au concept Salaka. Je dis bien 5500 francs. Donc ceux qui nous regardent pour la première fois et qui n'ont pas encore le Von Bio Oméga 3, c'est l'occasion plus que jamais de vous rapprocher du point de vente notamment le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est en plein cœur de la ville de Douala au Cameroun et achetez votre Von Bio Oméga 3 à 5500 francs seulement. Alors comment consommer le Von Bio Oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien une gélule par jour, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un produit, un article au concept Salaka, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran et d'entrer en possession d'un article de votre choix. Mais ce matin, nous parlons du Von Bio Oméga 3. Il est important de l'avoir. Il est important, bien entendu, chers téléspectateurs, de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Nos amis de la ville de Yaoundé sont livrés directement par les différents représentants du concept Salaka, du côté bien sûr de Yaoundé. Je pense bien entendu à Yemeni Anthony, également à une brave dame très dynamique, très sympa, Takongan Yvette, qui nous représente également du côté bien sûr de Yaoundé. Donc n'hésitez surtout pas, c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de contacter rapidement le concept Salaka et d'entrer en possession d'un article de votre choix. Et le temps bien sûr de rappeler à tous nos téléspectateurs que l'achat, que ce soit du Von Bio Lotion ou alors Von Bio Oméga 3, vous donne droit à des fiches de renseignement que voici qui vous permettront d'avoir toutes les informations liées à l'utilisation, liées également à tout ce qui a comme avantage du Von Bio Oméga 3. Nos amis de Yaoundé, je serai bel et bien à Yaoundé ce week-end pour être auprès de tous les clients du concept Salaka. Rendez-vous ce samedi à partir de 15h du côté de Yaoundé. Mais n'oubliez surtout pas que tous les clients du concept Salaka sont livrés par nos représentants. Je rappelle, vous avez bien de l'autre côté une brave dame, mademoiselle Takongan Yvette, et bien entendu un brave monsieur, Yemeni Anthony, qui sont tous les représentants du concept Salaka, du côté bien sûr de Yaoundé. Acheter un produit c'est bien, acheter un article c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka c'est encore mieux, parce que le concept Salaka c'est la qualité, le respect de la clientèle et surtout la rapidité dans la livraison. Tout ceci arrosé des prix les plus bas. Merci beaucoup et très bon week-end à tous les clients du concept Salaka, à tous les partenaires et surtout à nos représentants du côté bien sûr de Yaoundé. Tout de suite, madame, monsieur, place à interpellation. L'idée nouvelle pour le développement de notre pays
surtout dans le secteur économique, il doit falloir que le gouvernement donne la possibilité aux jeunes de pouvoir, si d'abord aimer la chose, c'est-à-dire aimer l'investissement, peut-être tout en réduisant certaines taxes sur l'investissement et bien d'autres. Là, comme ça, les jeunes, ça va donner la possibilité aux jeunes, ou encore ça va donner la possibilité à ceux qui ont les moyens de pouvoir y investir sans se frotter à certaines situations, les taxes et bien d'autres taxes que le gouvernement, que certaines autorités mettent en place. Voilà, bon, Bengen, on va commenter avec vous cette interpellation ce matin. Oui, je comprends les orientations de notre compatriote, mais qu'il me permette qu'il n'a pas les grandes données ou les grandes orientations. Elle a dit idées nouvelles. Il faut d'abord que les jeunes aujourd'hui sachent que nous sommes dans un monde qu'on appelle libéral. On parle de la mondialisation des économies. Il y a des contenus qui embrigadent nos États. Par exemple, l'État du Cameroun n'a pas réussi à créer un cadre d'investissement. On vous parle de charges d'investissement et tout. Or, ça ne tient pas. Au point où le chef de l'État lui-même a réuni un forum Investir au Cameroun. Mais l'investissement tarde à venir. À un autre côté, on demande, par décret, Premier ministre, et même les lois qui régissent la décentralisation, que les collectivités territoriales décentralisées encadrent les jeunes qui ont des projets. Aucune. Vous l'avez d'ailleurs dénoncé tout à l'heure. Même les stades municipaux, vous avez même parlé des terrains de jeu. Des aires de jeu, il n'y en a pas. Ne parlons pas des stades municipaux. Il n'y en a pas. Voilà des orientations qu'on a manquées. Donc, nous sommes dans un environnement où on se débrouille. C'est pour ça, on me dira, nous ne sommes pas en campagne électorale, mais il faudrait quand même se rendre compte que le renouveau, ce qu'il y a à faire pour le Cameroun, il ne peut plus le faire. Il faut plus le faire. Voilà, on va basculer au plateau B. Constilamine avec nous une fois de plus. Nous parlons ce matin de AIB. Constilamine, faites-nous une présentation de AIB, je vous en prie. Alors, ce matin, nous venons encore une fois de plus parler d'une école de formation professionnelle à fort potentiel d'emploi dans les métiers de l'esthétique, de la coiffure, de la cosmétique et bien entendu dans les métiers, c'est-à-dire qui vous permettront, chers téléspectateurs, d'intégrer directement le monde de l'emploi. Il faut le rappeler aujourd'hui de plus en plus, on se livre dans des formations professionnelles, c'est très bien, mais il faudrait choisir des centres de formation professionnelle de qualité. Et aujourd'hui, le concept Salaka parle une fois de plus de ce centre de formation qui est situé en plein cœur de Douala. C'est au quartier Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. Il a pour nom l'Académie internationale de beauté. Il vous permet, bien entendu, de bénéficier en 10 mois d'une formation professionnelle de qualité. Une formation qui vous permettra, chers téléspectateurs, d'intégrer directement le monde de l'emploi. Alors aujourd'hui, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, vous êtes titulaire d'un BEPC, d'un probatoire, d'un baccalauréat et plus, vous recherchez un centre de formation dans les métiers de l'esthétique, de la coiffure, de la cosmétique. Alors, je vous conseille de choisir l'Académie internationale de beauté. Comment s'inscrire à AIB? Alors, comment s'inscrire à AIB? C'est simple comme bonjour. Pas de protocole, pas de cérémonie. Il faudrait être titulaire au moins d'un BEPC. Bien entendu, ça il faut le rappeler. Une fois vous constituez votre dossier, vous le déposez dans notre secrétariat situé dans nos locaux qui sont derrière l'ancien supermarché Champion au quartier Bonapriso. Une fois avoir déposé votre dossier, quelques jours après, vous êtes convoqué pour une inscription et une fois avoir eu votre inscription, vous pouvez suivre des cours normalement de lundi à samedi pendant 10 mois. Et je rappelle également que l'Académie internationale de beauté est un centre de formation entièrement bilingue. C'est un centre de formation international parce que nous recevons depuis pratiquement plus de 10 ans des apprenants qui viennent du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, qui choisissent le Cameroun. Et une fois au Cameroun, ces apprenants choisissent l'Académie internationale de beauté AIB parce que de ce côté-là, c'est une formation de qualité, mais alors une formation à fort potentiel d'emploi. Et on parle maintenant des filières et formations. Alors, les différentes filières de formation, chers téléspectateurs, il y en a plusieurs. Alors, ce matin, je parlerai donc de la filière esthétique, de la filière coiffure, de la filière cosmétique. Voilà donc quelques filières parmi plusieurs filières que vous retrouverez en cours du jour et cours du soir
du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté. Parlons donc des types de formation. Nous disposons plusieurs types de formation. Nous commencerons déjà par la formation normale, qui est une formation de 10 mois, qui vous permettra à faire 10 mois de cours, de pouvoir, bien entendu, c'est-à-dire de pouvoir passer un examen et obtenir un diplôme signé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On parle également d'une formation accélérée pour ceux qui veulent peut-être se déplacer, pour ceux qui veulent, bien entendu, suivre une formation rapide. AIB vous permet en 3 mois, voire 2 mois, de bénéficier d'une formation accélérée. On parle également d'une formation basée sur le recyclage pour ceux qui sont déjà des professionnels de l'esthétique, des professionnels de la coiffure qui ont besoin d'acquérir des nouvelles connaissances. Alors n'hésitez surtout pas de vous rendre du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté qui, je rappelle, est située en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso. Les numéros de téléphone, vous les avez à l'instant. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler la direction générale et d'obtenir toutes les informations sur cette école de formation professionnelle unique en son genre. Merci Constille Lamine. C'est moi qui vous remercie et surtout, chers parents, faites le bon choix. Choisissez l'Académie internationale de beauté avec plusieurs avantages, notamment l'intégration directe dans le monde de l'emploi, des enseignants qualifiés, des salles de cours modernes et bien entendu un matériel de qualité arrosé bien sûr par des stages académiques. On va lire quelques messages, Karine, avant de sortir l'émission ce matin. À cause de l'OTVP, j'ai fermé ma boutique parce que les agents de la communauté m'ont vendu l'espace devant ma boutique et à une colboxeuse, Francine de Niala, qui nous écrit ce matin. On nous signale qu'à Bafia, c'est aussi grave là-bas et que il y a un phénomène là-bas, c'est que même les commerçants qui ont des boutiques payent l'OTVP et ils ne comprennent pas. Et ils demandent qu'il y ait une enquête là-bas pour voir où va l'argent de cette OTVP à Bafia. Donc, l'autorité administrative doit régler ce problème, M. Fopousi. Voilà. Donc, l'autorité administrative qui est à la base de ces... Ok. Karine. J'ai pleuré au marché de Bonamoussadi. Ils ont emporté les régimes de plantain et cajots de tomates des femmes qui pourraient être leurs mères. C'est déplorable, vraiment. Chris depuis Aquanor, qui nous écrit ce matin. Le Cameroun avec son président sont et ont toujours été des marionnettes de la France. Cela s'arrêtera un jour? Point d'interrogation. J'aimerais savoir quels sont les critères de recrutement. Ah, on a déjà lu ce message. Un autre message. Je dirais à son oncle, par rapport à l'histoire du jour, je dirais à son oncle de l'exclure par force de sa maison. Si cet enfant veut vivre un peu longtemps, il ferme les yeux sur le bien des autres et permet qu'on l'aide. Gaston Fouy. Wow. On veut dire qu'il doit aller dans un centre psychiatrique alors. Un autre message à l'instant. Ce neveu est un élément perturbateur. Il cherche à semer la zizanie dans sa famille. Ce garçon est gâté depuis sa naissance. Si avec tout ce que ses oncles ont fait pour lui, il n'a pas pu faire quelque chose de sa vie. Même en 15 ans et avec tout l'or du monde, il ne fera rien. D'accord. Il est très généreux cet oncle, qu'il emploie les grands moyens en l'expulsant par tous les moyens. Borixio de Douala. Madame, monsieur, on se retrouve lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.